Je m'appelle Tori Brennan, et j'ai 29 ans. À Thanksgiving dernier, mon père s'est levé devant 30 membres de la famille, et il m'a puni, comme si j'étais une enfant désobéissante, parce que j'avais osé demander ce que ma grand-mère m'avait laissé dans son testament. Toute la salle a éclaté de rire. Mon visage brûlait si fort, que je pouvais sentir mon pouls jusque dans mes dents. Mais je l'ai regardé droit dans les yeux, et je n'ai dit qu'un mot, d'accord. Le lendemain matin, il a frappé à la porte de ma chambre, avec un petit sourire narquois. « Tu as enfin appris ta place », a-t-il dit. Puis, il a vu la pièce vide. Pas de vêtements, pas de valise, pas de moi. Avant qu'il ne puisse composer mon numéro, la sonnette a retenti, et l'avocat de la famille se tenait sur le porche, tremblant, tenant une mallette pleine de documents dont mon père n'avait jamais soupçonné l'existence. « Monsieur Brennan, a-t-il dit, qu'avez-vous fait ? Avant de vous révéler ce qu'il y avait dans cette mallette, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche sincèrement, et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous écoutez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener en septembre dernier, le matin où ma grand-mère est morte, et où le premier domino est tombé. Ma grand-mère, Eleanor Brennan, est décédée un mardi matin au centre médical Providence Portland. Elle avait 87 ans. J'ai reçu l'appel de ma mère à 6h14. Je me souviens de l'heure exacte, parce que j'étais déjà réveillé, assise à ma table à dessin dans mon studio de 45 mètres carrés, en train de dessiner un jardin de pluie pour un client à l'Ecoswego. La voix de maman était fine, comme du papier de soie tenu à la lumière. C'est grand-mère, Tori. Elle est partie. J'ai conduit les 20 minutes jusqu'à l'hôpital en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le bruit de la pluie de Portland sur le pare-brise, et ma propre respiration. Quand je suis arrivé, mon père était déjà dans le couloir. Richard Brennan, 63 ans, juge d'État à la retraite, un M85, portant une veste Barbour en coton huilé. Même à l'aube, il ne pleurait pas. Il était au téléphone, parlant à quelqu'un de paperasse administrative. J'ai entendu les mots calendrier de dépôt et calendrier de succession, avant qu'il ne me remarque, et mette fin à l'appel sans dire au revoir. Mon frère Garrett était à ses côtés. 33 ans, costume sombre, même à l'hôpital, le bras passé autour de l'épaule de papa comme un colistier lors d'un arrêt de campagne électorale. Il ressemblait à un bloc, à un mur. Je me tenais à l'autre bout du couloir, seul, serrant un gobelet en carton de café de distributeur que je n'ai jamais bu. La dernière fois que j'avais vu grand-mère Eleanor, elle était dans son fauteuil roulant dans le jardin de sa maison coloniale sur Hawthorne Street, serrant ma main avec une force surprenante. Tori, avait-elle dit, d'une voix basse pour que personne d'autre ne puisse entendre, je me suis occupé de tout. Tu me fais confiance, d'accord ? J'avais acquiescé, sans comprendre. Pas encore. Aux funérailles, 3 jours plus tard, l'église était en vieux granit de Portland, avec une haute nef, des lys blancs partout, et un cercueil en acajou poli comme un miroir. Mon père a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé pendant 11 minutes de l'héritage des Brennan, de la tradition, et de la façon dont son fils porterait cette famille vers l'avenir. Il a mentionné Garrett par son nom à 4 reprises. Il a mentionné ma mère une fois. Il ne m'a pas mentionné du tout. Après, dans la file de réception, le mari de ma tante Margaret m'a demandé ce que je faisais comme travail ces jours-ci. Avant que je puisse répondre, mon père s'est penché par derrière. Elle plante des arbres pour les gens riches, a-t-il dit, et quelques personnes ont ri poliment. J'ai senti la brûlure partir de mon sternum, et monter. Je m'apprêtais à partir quand un homme que je ne reconnaissais pas s'est avancé. Plus âgé, les cheveux argentés, des lunettes à monture fine en or. Il a pris ma main doucement, et l'a serrée. Votre grand-mère était très fière de vous, a-t-il dit calmement. Je vous recontacterai. Puis il est parti, disparaissant dans la foule de manteaux noirs avant que je ne puisse lui demander son nom. Je ne le savais pas encore, mais cet homme était Harold Caldwell, et il détenait la clé de tout. Ce soir-là, nous nous sommes réunis à 15 dans la maison familiale pour le dîner, la maison Brennan, une coloniale blanche sur Hawthorne Street, avec un portail en fer forgé et des chênes centenaires dans la cour. Ma grand-mère avait construit cette maison avec l'argent de sa propre famille, bien avant d'épouser mon grand-père. J'ai toujours aimé cet endroit, les moulures au plafond, les rebords de fenêtres profonds, le jardin à l'arrière où grand-mère faisait pousser des pivoines de la couleur de chaussons de danse. À l'intérieur,
la longue table de salle à manger en chêne était dressée avec l'argenterie de la famille, un ensemble qui appartenait aux Brennan depuis 3 générations, des bougies dans des bougeoirs en argent, et une bouteille de pinot noir de la vallée de Willamette qui respirait sur le buffet. Tout était arrangé pour ressembler à de la vieille fortune, et à un lignage parfait. Mon père s'est assis en bout de table, naturellement. Il a levé son verre. Maman m'a tout laissé pour que je gère, a-t-il annoncé, balayant la table du regard. Je m'assurerai que les actifs de la famille soient distribués aux bonnes personnes, en fonction de leurs capacités. Ses yeux se sont posés sur moi. Cela signifie que tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, Tori. Les choses complexes ne sont pas vraiment ton domaine. Garrett a acquiescé comme un greffier de juge. Sa femme, Meredith, a ajusté son collier de perles Mikimoto et a dit, c'est tout à fait logique. J'ai posé ma fourchette. Papa, grand-mère m'a dit. Ta mère était confuse vers la fin, a-t-il coupé court. Quoi qu'elle t'ait promis, oublie-le. Ma mère, Linda, fixait son assiette. Elle ne levait pas les yeux. Elle ne les levait jamais. Après le dîner, je me suis éclipsé pour monter dans la chambre où j'avais grandi. Le poster de Frank Lloyd Wright, que j'avais collé au mur à 16 ans, était toujours là, les bords cornés. Je me suis assise sur le lit, et j'ai ouvert le tiroir de la table de nuit, par habitude. À l'intérieur se trouvait une enveloppe qui n'était pas là auparavant. Un papier de couleur crème, avec un filigrane discret. Mon nom sur le devant, à l'encre bleue, avec une écriture que je reconnaîtrais entre mille. Tremblante, mais délibérée. L'écriture de grand-mère. Mes mains tremblaient quand je les ramassais. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, assise en tailleur sur le petit lit où j'avais dormi de 5 à 18 ans. Le ventilateur de plafond au-dessus de moi oscillait de la même façon qu'avant. La pièce sentait le vieux papier peint, et le placard en cèdre. À l'intérieur, il y avait 2 choses. La première était une lettre, de 2 pages, recto verso, de la main de grand-mère Eleanor. Le stylo avait pressé assez fort pour laisser des rainures dans le papier, comme si elle avait voulu que les mots soient permanents, physiques, quelque chose que personne ne pourrait effacer d'une simple touche de clavier. La seconde était une photocopie, partielle, peut-être 6 pages de ce qui semblait être un document plus long. L'entête disait, accord de fiducie irrévocable. Eleanor Monsieur Brennan, constituante. À la moitié de la première page photocopiée, surlignée en jaune, il y avait une seule ligne, bénéficiaire, Victoria Tori Brennan. J'ai lu la lettre, des larmes coulant sur mon visage. Tori, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et ton père fait déjà ce que je savais qu'il ferait. Je suis désolé de n'avoir pu l'arrêter de mon vivant. J'ai essayé, à ma manière. Mais les hommes comme ton père n'écoutent pas les femmes. Ils n'écoutent que les documents. La fiducie originale est chez mon avocat, Harold Caldwell. Son bureau est sur la Northwest 23 RD Avenue, à Portland. La copie que je t'ai laissée est partielle. Pas assez pour prouver quoi que ce soit seul, mais assez pour que tu saches que je dis la vérité. Ne montre cela à personne. Ni à ton père, ni à Garrett, pas même à ta mère. J'aime Linda, mais elle le dira à Richard. Attends le bon moment, Harold saura quoi faire. Tu as toujours été mon architecte, Tori. Celle qui construit. Ne les laisse pas te démolir. Avec tout mon amour, grand-mère. J'ai replié la lettre dans l'enveloppe, et je l'ai pressée contre ma poitrine. La photocopie était incomplète. Je ne pouvais pas l'utiliser comme preuve. Je n'avais pas d'avocat. Je ne savais pas qui était Harold Caldwell au-delà d'un nom et d'une rue. Et ma grand-mère n'était enterrée que depuis 48 heures. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais autre chose que petite. J'avais l'impression que quelqu'un croyait en moi, qu'on avait toujours cru en moi, et qu'on l'avait mis par écrit. Je suis retourné à Portland le lendemain matin, sans dire au revoir. Personne ne l'a remarqué, ou si c'est le cas, personne n'a appelé. Mon studio était exactement tel que je l'avais laissé. Des plantes encombrant chaque rebord de fenêtre, ma table à dessin couverte de papier calque, et une tasse de thé froide d'il y a 2 jours, toujours près de l'évier. J'aimais cet endroit, même s'il était si petit que je pouvais toucher les murs opposés en m'étirant. C'était à moi, le seul espace au monde où personne ne me disait que je n'étais pas assez bien. Je me suis assise devant mon ordinateur, et j'ai cherché sur Google, Harold Caldwell avocat Portland. Les résultats sont apparus immédiatement.
Un petit bureau sur la Northwest 23 D Avenue, un cabinet individuel spécialisé dans la planification successorale et les fiducies. Une photo montrait un homme aux cheveux argentés, avec des lunettes à monture métallique. L'homme des funérailles. J'ai survolé le numéro de téléphone. Je n'ai pas appelé. Pas encore. Parce qu'il y avait une partie de moi, celle que mon père avait façonnée depuis l'enfance, qui murmurait, et si grand-mère était vraiment confuse? Et si ce n'était rien? Et si tu appelais pour découvrir que la seule personne qui croyait en toi n'était qu'une vieille femme malade qui ne savait pas ce qu'elle signait? Je n'étais pas prête à prendre ce risque. Pas encore. À la place, je me suis plongé dans le travail. Une agence d'architecture paysagère du Pearl District avait une échéance dans 2 semaines, un jardin de toit pour un nouveau complexe de condos. J'avais besoin de ce chèque. Je traînais encore 38 000 € de prêts étudiants, soit 420 € par mois, datant de la seule année d'école de droit que j'avais suivie avant de tout arrêter pour poursuivre le design. L'année où mon père a dit que j'avais trahi la famille. Je consultais mes emails pour confirmer les spécifications du projet quand je l'ai vu. Caché entre une newsletter et une notification d'expédition, un email de Garrett. Non, pas pour moi. Transféré vers moi par erreur. Objet, projet de requête pour modification de la fiducie. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouvert, j'ai parcouru les premières lignes. Puis mon téléphone a vibré avec un rappel de date limite de projet, et j'ai dû fermer l'ordinateur pour partir au bureau. Mais j'en avais vu assez. Assez pour savoir que, quoi que mon père prévoie, cela avait déjà commencé. 3 semaines passèrent. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Le projet de jardin de toit me prenait 16 heures par jour, et je le laissais faire, car se concentrer était plus facile que d'avoir peur. Mais l'email restait dans ma boîte de réception comme une écharde sous la peau. Je ne l'avais pas rouvert. Je n'étais pas sûr de vouloir le faire. Puis ma mère a appelé. Tori, ton père veut que toute la famille soit réunie pour Thanksgiving. Sa voix avait cette finesse particulière qu'elle prenait lorsqu'elle relayait les ordres de Richard Brennan, en prétendant que c'était des invitations. Il dit qu'il veut arranger les choses. J'ai failli rire. Mon père n'avait jamais rien arrangé de sa vie. Il cassait les choses, puis vous disait que c'était votre faute si vous étiez fragile. Je vais y réfléchir, maman. S'il te plaît, chérie. Il fait des efforts. J'ai dit que je la rappellerais, et j'ai raccroché. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, une table IKEA d'occasion que j'avais poncée et teinte moi-même, et j'ai enfin ouvert l'email de Garrett transféré par erreur. C'était une chaîne. 7 messages entre mon frère et mon père s'étalant sur 2 semaines. L'objet, projet de requête pour modification de la fiducie, était exactement ce qu'il laissait entendre. Garrett avait rédigé une requête légale pour demander au tribunal un changement de bénéficiaire pour la fiducie de grand-mère Eleanor. Les motifs cités étaient l'incompétence financière du bénéficiaire désigné, c'est-à-dire moi. La requête affirmait que j'avais un historique de décision de carrière instable, aucun actif significatif, et une dette d'études importante, incompatible avec une responsabilité fiduciaire. Mon frère avait écrit cela sur moi, en langage juridique, pour un dépôt au tribunal. Mais la ligne qui m'a brouillé la vue n'était pas le jargon légal. C'était le message décontracté que Garrett avait tapé à mon père, tout en bas de la chaîne, elle ne se battra pas. Elle ne se bat jamais pour rien. C'est ça qui est beau, papa. Je suis restée assise là pendant un long moment. Puis j'ai fait une capture d'écran de chaque message de la chaîne, je les ai téléchargés sur mon cloud, et je les ai sauvegardés sur une clé USB que je gardais dans mon tiroir à chaussettes. J'ai rappelé ma mère. Dis à papa que je serai là pour Thanksgiving. Je rentrais à la maison, mais pas pour arranger quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau d'Harold Caldwell. Une réceptionniste a répondu, une femme d'un certain âge avec une voix chaleureuse et efficace. J'ai donné mon nom. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, Mademoiselle Brennan, Monsieur Caldwell attendait votre appel. Pouvez-vous passer aujourd'hui? 2 heures plus tard, j'étais assise face à lui dans son petit bureau. Des étagères de livres couvraient chaque mur, des volumes juridiques reliés en cuir, cornés et marqués de languettes. Un tapis oriental qui avait connu de meilleures décennies couvrait le sol. Sur son bureau, une tasse de café était devenue froide. Harold Caldwell était bien l'homme des funérailles.
Même cheveux argentés, même lunettes dorées, même calme mesuré. Il ressemblait à un homme qui avait passé sa carrière à choisir ses mots avec une précision chirurgicale. Votre grand-mère m'a engagé il y a 20 ans, a-t-il dit. J'ai rédigé son testament original, sa fiducie vivante, et il y a 8 ans, après une conversation qui l'avait profondément troublé, elle m'a demandé de créer une fiducie irrévocable avec vous comme seul bénéficiaire. Il a ouvert un portfolio en cuir, et a fait glisser un document sur le bureau. L'original. Papier crème épais. Le sceau rouge d'un notaire de l'État de l'Oregon. Des signatures en bas. 620 000 € dans une fiducie éducative gérée par la US Bank. Il a ajouté, irrévocable signifie que votre père, en tant qu'exécuteur, ne peut pas modifier le bénéficiaire. Toute requête en ce sens nécessite soit votre consentement écrit, soit une décision de justice basée sur des preuves d'incapacité mentale de la constituante au moment de la signature. Il a marqué une pause. Votre grand-mère avait anticipé cela. Elle a demandé à son médecin, le docteur Margolu, d'effectuer une évaluation cognitive la semaine même où elle a signé. Les résultats sont dans le dossier. Elle était pleinement compétente. J'ai expiré. C'était la première respiration complète que je prenais depuis des semaines. Il y a plus, a dit Caldwell. Votre père a déposé une requête il y a 3 semaines, demandant un changement de bénéficiaire. Il a inscrit Garrett. Il a dit au tribunal qu'il n'avait pas pu vous localiser pour obtenir votre consentement. La mâchoire du vieil avocat s'est contractée. Vous et moi savons que c'est faux. Je lui ai montré la chaîne de mai. Il l'a lu sans expression, puis a levé les yeux. C'est la preuve d'un manquement délibéré à un devoir fiduciaire. Si vous voulez vous battre, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je veux me battre, ai-je dit. Il a hoché la tête. Puis il a ajouté, presque comme une réflexion après coup, il y a une dernière chose, Tori. Votre grand-mère vous a aussi laissé le chalet de Cannon Beach. C'est inclus dans la fiducie. Je ne pense pas que votre père soit au courant. Il n'a jamais lu le document en entier. Je l'ai fixé, incrédule. Le chalet de Cannon Beach, la petite cabane en cèdre où grand-mère m'emmenait chaque été, où nous nous asseyions sur le porche pour regarder le rocher Estac devenir doré au coucher du soleil. Elle m'avait dit un jour que c'était son endroit préféré au monde. Elle me l'avait laissé. Harold Caldwell m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre grand-mère savait exactement ce qui se passerait après son départ, et elle a passé les 8 dernières années à s'assurer que vous seriez protégé. Il a refermé le portfolio. La question est, quand voulez-vous utiliser tout ceci? À Thanksgiving, ai-je répondu. Il a invité toute la famille, 30 personnes. Caldwell m'a étudié pendant un long moment. Puis il a fait un seul signe de tête, lent et approbateur. Le mercredi avant Thanksgiving, j'ai préparé un petit sac. Une tenue de rechange, mon manteau en laine de couleur chameau, la plus belle chose que je possédais, achetée d'occasion dans une boutique de dépôt-vente, une brosse à dents, et une chemise cartonnée épaisse, remplie de copies notariées. Les originaux restaient avec Caldwell. Nous étions d'accord sur ce point. Il garderait le dossier maître dans le coffre-fort de son bureau, et je transporterais des copies, notariées, tamponnées, admissibles comme preuve secondaire si nécessaire. Les originaux étaient pour la salle d'audience. Les copies étaient pour la famille. J'ai conduit vers le sud à travers les collines d'automne de l'Oregon. Les feuilles étaient devenues ambre et rouille le long de l'autoroute, et le ciel avait ce gris particulier du nord-ouest, qui ne sait pas choisir entre la pluie et la résignation. La maison Brennan est apparue à travers les arbres, comme toujours. Façade coloniale blanche, portail en fer forgé, les vieux chênes montant la garde. De l'extérieur, cela ressemblait à une carte postale. C'est à cela que ressemble une bonne famille. C'était tout l'intérêt. Ma mère m'a accueilli à la porte. Elle m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps, comme elle le faisait quand elle voulait dire quelque chose mais n'y arrivait pas. Ton père est dans son bureau, a-t-elle murmuré. Il est d'humeur difficile. J'ai porté mon sac à l'étage, dans mon ancienne chambre. Le poster de Frank Lloyd Wright, le lit jumeau, le tiroir de la table de nuit désormais vide. J'avais pris l'enveloppe la dernière fois. D'en bas, j'ai entendu la voix de Garrett, puis le rire brillant et démonstratif de Meredith, le tintement d'un verre de vin. Je me suis agenouillé, et j'ai glissé la chemise cartonnée sous le matelas. Puis je suis allé à la fenêtre.
Le jardin de l'arrière-cour, les parterres de pivoine de grand-mère, étaient envahis par les mauvaises herbes et tout gris. Personne ne s'en était occupé depuis qu'elle était devenue trop malade pour s'agenouiller. Cette vue m'a serré la gorge. J'ai pressé ma paume à plat contre la vitre froide et j'ai murmuré pour personne, « Je suis là, grand-mère. » En bas, le cabernet de chez Kému était ouvert. La cheminée en granit crépitait, et mon père ne s'est pas levé quand je suis entré. Il m'a regardé depuis son fauteuil en cuir et a dit, « Oh, tu es venu. » Gareth était sur le canapé à côté de Meredith, faisant tourner son vin. Il a jeté un coup d'œil à mon manteau, d'occasion et légèrement bouloché au coude, et a dit, « Toujours pas changé de voiture, hein, Thor ?» J'ai souri, je me suis assise, et je n'ai rien dit. Demain, 30 parents allaient remplir cette maison. Mon père avait organisé le plus grand rassemblement de Thanksgiving de l'histoire de la famille Brennan, bien plus grand que d'habitude. Je ne savais pas encore pourquoi, mais une partie de moi soupçonnait que Richard Brennan ne faisait jamais rien sans public. Le matin de Thanksgiving, la maison s'est remplie comme un théâtre avant une représentation. Des voitures bordaient la rue des 10 heures. Tante Margaret et oncle Down venant de Bend, les cousins Paulson de Gênes, la grand-tante Judith qui avait pris l'avion depuis Scottsdale. À midi, il y avait 32 personnes dans la maison Brennan, et le bruit était une entité vivante. Des rires, des verres qui s'entrechoquent, des enfants qui courent dans les couloirs, la minuterie du four qui bip toutes les 20 minutes. J'ai aidé en cuisine parce que personne ne me demandait de faire autre chose. Linda et Meredith étaient assises dans le coin petit déjeuner en buvant du thé pendant que je coupais le céleri pour la farce. Cela semblait normal. La division familiale du travail n'avait pas changé depuis mes 12 ans. À 16 heures, nous nous sommes assis pour manger. La longue table en chêne de la salle à manger pouvait accueillir 18 personnes. Le surplus allait sur une table pliante dans le salon adjacent. J'ai été placé à la table pliante, entre mon petit cousin de 9 ans, Oliver, et une chaise vide. Mon père se tenait en bout de la table principale, sous le lustre en cristal, la nappe en lin blanche comme un drapeau de reddition, l'argenterie de la famille brillant à la lueur des bougies. Il a levé son verre de pinot noir. Ce Thanksgiving est spécial, a-t-il dit de sa voix de tribunal, celle qui remplit les pièces et clôture les plaidoiries. Nous avons perdu maman cette année, mais la famille Brennan endure, et je suis on ne peut plus fier de mon fils, Gareth, qui vient de gagner la plus grande affaire de sa carrière. Il s'est tourné vers Gareth. À toi, mon fils. Applaudissements. Gareth a accepté cela avec une modestie travaillée. Un léger signe de tête. Une main sur l'épaule de Meredith. Depuis la table pliante, ma tante Margaret a crié, « Et pour Tori ? Y a-t-il de bonnes nouvelles, ma puce ?» J'ai ouvert la bouche. « Tori cherche encore sa voix, » a dit mon père, sans me regarder. « Elle est créative, il faut lui accorder ça. » Un rire poli a parcouru l'assemblée. Mais chaque famille a besoin de quelqu'un pour nous rappeler de ne pas prendre de mauvais virages. Pas vrai, Tori ? Le rire a roulé sur les deux tables comme une vague, et je suis resté assise à l'encaisser, comme je le faisais depuis l'enfance. Le dos droit, le visage neutre, les mains sur les genoux. Oliver, le garçon de 9 ans à côté de moi, m'a regardé et a murmuré, « Ça va ». J'ai hoché la tête, et je lui ai tendu un petit pain. Après que les assiettes ont été débarrassées, que la tarte à la citrouille a été à moitié mangée et que le porto coulait à flot, mon père s'est levé à nouveau. La pièce s'est tue. Il avait la posture d'un homme sur le point de rendre un verdict. Une dernière chose, a-t-il dit. Demain matin, je ferai une annonce familiale importante concernant la succession de maman. Je m'attends à ce que tout le monde soit présent. Il a souri, le sourire d'un homme qui a déjà décidé du résultat. C'est ce que maman aurait voulu. J'ai regardé Gareth. Il étudiait son verre de vin avec un petit sourire privé. J'ai regardé ma mère. Elle fixait la nappe. J'ai regardé mon père. Il me regardait droit dans les yeux. Et pendant une seconde, son sourire s'est aiguisé en quelque chose qui n'était pas du tout un sourire. Demain, il allait lire sa version du testament devant tout le monde. Je me suis éclipsé pour faire la vaisselle. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau et de ma propre respiration. J'étais devant l'évier, en train de récurer un plat à rôtir, du savon jusqu'au coude, portant toujours le même pull qu'à mon arrivée. Dans la pièce d'à côté, 32 personnes riaient en buvant du porto,
et pas une seule ne s'était proposée pour aider à débarrasser ne serait-ce qu'une assiette. J'ai entendu des pas derrière moi. Gareth s'appuyait contre le cadre de la porte, les bras croisés, un verre de vin pendant entre deux doigts. « Tu sais, Tori, a-t-il dit nonchalamment, tu devrais vraiment remercier papa de t'avoir laissé t'asseoir à table, même si c'était la table des enfants. » Il a ricané de sa propre blague. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à frotter. Mais quelque chose en moi, un fil qui avait été tendu à l'extrême pendant 29 ans, s'est finalement mis à vibrer. « Gareth, ai-je dit, d'une voix calme et posée. Sais-tu ce que grand-mère m'a laissé ? » Le silence derrière moi a changé de texture. J'ai entendu son verre de vin teinté contre le comptoir. Quand j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, son visage était devenu très figé. Il a quitté la cuisine sans un mot. 10 minutes plus tard, la voix de mon père a tonné depuis le salon. « Tori, viens ici tout de suite. » J'ai essuyé mes mains sur un torchon, et je suis entré. 32 visages me fixaient. Le lustre en cristal jetait des petits arcs-en-ciel au plafond. Mon père se tenait au centre de la pièce, un verre de Porto dans une main, l'autre main pointée vers moi comme si j'étais une accusée. « Que as-tu dit à ton frère ?» Sa voix était ce baryton judiciaire, celui conçu pour faire sentir les gens plus petits que rien. « Tu l'as menacé avec le testament ? Tu penses pouvoir manipuler cette famille ? » J'ai ouvert la bouche pour répondre. Il ne m'a pas laissé faire. « Tu es puni », a-t-il dit. « Tu es consigné dans ta chambre jusqu'à ce que tu présentes des excuses à ton frère. Monte dans ta chambre. » La pièce a éclaté, non pas en protestation, mais en rire. 32 personnes, la plupart des adultes, riant parce que Richard Brennan venait de punir sa fille de 29 ans comme s'il s'agissait d'une enfant capricieuse. Tante Margaret se couvrait la bouche, mais ses épaules tremblaient. Oncle Don a ricané dans son porto. Même Meredith a laissé échapper un petit halètement affecté qui était en fait un gloussement. Mon visage brûlait. La chaleur est montée de ma poitrine vers mon cou, puis vers mes tempes, en une seule vague. J'ai cherché ma mère. Linda était assise dans le fauteuil du coin, fixant ses mains, silencieuse. Personne n'a dit « arrête ». Personne n'a dit « ça suffit, Richard ». Personne n'a rien dit du tout, à part ses rires. J'ai regardé mon père. Sa montre quartier tank a capté la lumière alors qu'il pointait son doigt vers l'escalier. « Phil » a-t-il répété. Immédiatement. J'ai soutenu son regard pendant 3 secondes pleines. Puis j'ai dit d'une voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même, « D'accord. » Je me suis détourné. Je suis monté à l'étage. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi. Et puis j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Harold Caldwell. Ça a sonné 2 fois. Il a répondu. J'ai dit, « Monsieur Caldwell, j'ai besoin que vous apportiez les originaux demain matin, à 8 heures. » Il y a eu une pause. Puis sa voix posée et mesurée, « Je serai là. » J'ai raccroché, j'ai réglé mon réveil à 4 heures du matin, et je me suis assise sur le bord du petit lit, dans le noir, écoutant les rires qui flottaient encore à travers les lattes du plancher. Je pensais, riez, profitez-en. Parce que c'est la dernière fois. Je sais que certains d'entre vous sont furieux pour moi en ce moment, et honnêtement, je ne vous en blâme pas. Laissez-moi vous demander une chose. Avez-vous déjà été humilié par votre propre famille devant une pièce pleine de monde ? Avez-vous déjà été remis à votre place par quelqu'un qui était censé vous protéger ? Si vous voulez savoir ce qui s'est passé le lendemain matin quand mon père a ouvert la porte de ma chambre et l'a trouvée vide, restez avec moi. Et si cette histoire vous rappelle quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime pour que je sache que vous êtes toujours là. Je suis parti à 4h15 du matin. Pas de drame, pas de porte qui claque. J'ai fait mon sac dans le noir, j'ai glissé la chemise cartonnée dans mon fourre-tout, et je suis descendu en chaussettes pour que le plancher ne craque pas. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était la photo encadrée de grand-mère Eleanor sur la table de nuit. Face contre terre. J'ai conduit jusqu'à un dîner ouvert 24h24 à 5 km de la maison, j'ai commandé un café que je n'ai pas bu, et j'ai attendu le lever du jour. À 7h42 précise, je le sais parce que je surveillais l'horloge, mon téléphone s'est éclairé. Un SMS de Gareth, « Tu es où ? Papa te cherche. » Je n'ai pas répondu. À l'intérieur de la maison Brennan, j'ai appris les détails plus tard par mon cousin Danny.
La matinée s'est déroulée ainsi, mon père est descendu à 7h30, fraîchement douché, portant une chemise Oxford bien repassée, ressemblant à un homme sur le point de présider un conseil d'administration. Il a versé son café, balayé la pièce du regard et a dit que quelqu'un aille réveiller Tori. Elle a des excuses à faire. Personne n'a bougé. Pas parce qu'il prenait ma défense. Simplement parce que personne ne voulait s'en mêler. Richard a monté les escaliers lui-même. Il a frappé 2 fois, son coup de poing judiciaire. Net et impérieux. Tori, c'est le matin. Es-tu prête à t'excuser auprès de ton frère? Silence. Il a ouvert la porte. Le lit était fait. Le placard était ouvert et vide. Les tiroirs étaient débarrassés. La pièce ne contenait plus rien de moi, à part la photographie de grand-mère Eleanor, face contre terre sur la table de nuit, comme un point final. Danny m'a dit plus tard que mon père était resté sur le seuil pendant 10 bonnes secondes avant que son expression ne change. De la confusion d'abord, puis quelque chose de plus sombre. Il est descendu lentement. Tori est parti, a-t-il annoncé aux quelques 20 parents qui traînaient encore au petit déjeuner. Sa voix était plate, contrôlée. Elle est partie au milieu de la nuit comme une lâche. Garrett a levé les yeux de son ordinateur portable et a souri. Eh bien, a-t-il dit, ça règle la question. Mon père a acquiescé. C'est certain. J'avais prévu de faire l'annonce pour la succession à 10h, mais puisque la seule personne qui pourrait s'y opposer s'est enfuie. La sonnette a retenti. Ma mère a ouvert. Et là, sur le porche, dans un costume gris avec une mallette en cuir marron, et une expression de tempête imminente, se tenait Harold Caldwell. Je suis Harold Caldwell, a-t-il dit. L'avocat d'Eleanor Brennan. Je dois parler à toute la famille, immédiatement. La salle à manger est devenue silencieuse par étapes. D'abord les conversations près de la porte d'entrée. Puis une vague de silence se propageant table par table, jusqu'à ce que même les enfants cessent de s'agiter. Harold Caldwell est entré dans la pièce comme un homme entre dans un tribunal, sans hâte, délibéré, et totalement sûr de son autorité. Il a posé sa mallette en cuir sur la table de la salle à manger, directement sur les restes de nappe de Thanksgiving, et l'a ouverte sans s'asseoir. Ses mains, m'a-t-on dit, tremblaient visiblement. Pas de nervosité, mais de colère. Mon père s'est levé de sa chaise en bout de table. Il dépassait Caldwell de 10 centimètres, et pesait bien 15 kilos de plus. Il a utilisé toute sa stature. Harold. Le nom est sorti comme un avertissement. Vous n'avez pas été invité. C'est ma maison. Caldwell l'a regardé. C'est la maison qu'Eleanor Brennan a construite avec l'argent de sa famille, Monsieur Brennan. Et je suis ici parce que j'ai une obligation légale, un devoir fiduciaire envers la bénéficiaire de sa fiducie. Tori n'a aucun droit sur. Tori est la seule bénéficiaire désignée d'une fiducie irrévocable, signée il y a 8 ans. Vous le savez. Vous le savez depuis le jour où votre mère l'a signée. La pièce était si calme que j'aurais pu entendre la chaudière se mettre en marche 3 pièces plus loin. 30 paires d'yeux passaient d'un homme à l'autre, comme des spectateurs lors d'un procès, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. La mâchoire de Richard s'est contractée. Ma mère était en déclin cognitif. Tout ce qu'elle a pu signer. Point a été signé en présence de 2 témoins indépendants, et accompagné de l'évaluation d'un médecin confirmant sa pleine compétence mentale. Caldwell a ouvert la mallette et en a sorti un dossier. J'ai la documentation ici. Voulez-vous que j'en fasse la lecture à haute voix, Monsieur Brennan? Devant tout le monde? La question est restée suspendue dans l'air. Tante Margaret, assise près de la fenêtre, s'est penchée en avant. Oncle Don a posé sa tasse de café. Même les enfants s'étaient tus. Richard Brennan a regardé le dossier dans les mains de Caldwell, de la même manière qu'un homme regarderait une arme chargée, pointée directement vers sa poitrine. Puis il a redressé les épaules et a dit très bas, sortez de chez moi. Monsieur, a dit Caldwell, qu'avez-vous fait? Ce qui s'est passé ensuite est une scène que j'ai rejouée dans ma tête 100 fois, car ce fut le moment où le masque s'est enfin fissuré. Pas lentement, pas avec grâce, mais par une cassure soudaine et laide, pile au centre. Mon père s'est avancé vers Caldwell. J'ai dit, sortez. Vous êtes sur une propriété privée. Je vais appeler la police. Vous êtes libre de le faire, a répondu Caldwell, sans bouger d'un pouce.
Et quand ils arriveront, je leur montrerai la requête que vous avez déposée au tribunal il y a 3 semaines. Celle où vous affirmiez être incapable de localiser la bénéficiaire de la fiducie de votre mère. Il a marqué une pause. La bénéficiaire dont vous avez le numéro de téléphone, dont vous avez l'adresse, et qui dormait dans cette maison même, hier soir. Le visage de Richard est passé par toute une gamme de couleurs. Rouge, puis blanc, puis un genre de gris terreux que je n'avais jamais vu sur une personne vivante. Autour de la pièce, je pouvais voir la réaction se propager. Margaret pressant sa main sur sa bouche. Oncle Don fronçant les sourcils, les cousins échangeant des regards. C'est alors que Gareth s'est levé. Mon frère, l'enfant prodige, l'avocat, celui qui connaissait toujours le bon angle d'attaque, s'est avancé les mains levées dans un geste apaisant. Monsieur Caldwell, a-t-il dit avec assurance, j'apprécie votre inquiétude, mais tout document auquel vous faites référence peut être contesté devant l'instance juridique appropriée. C'est vous qui avez rédigé la requête, n'est-ce pas, monsieur Brennan? Caldwell s'est tourné vers lui. Sa voix était calme, précise, chirurgicale. Vous avez préparé un dossier pour changer le bénéficiaire d'une fiducie irrévocable, pour le compte de votre père, qui est aussi l'exécuteur. J'ai les emails. L'assurance de Gareth ne s'est pas brisée, elle s'est évaporée. Un instant, il était un avocat confiant, l'instant d'après, il était un homme dont la bouche était devenue molle et dont les yeux s'étaient tournés involontairement, de manière indubitable, vers son père. Papa, a-t-il dit à voix basse, nous devons parler en privé. Richard ne l'a même pas regardé. Non, je n'ai rien à cacher. Tante Margaret s'est levée de sa chaise. Sa voix, quand elle a parlé, portait l'autorité particulière d'une femme qui avait vu une famille se mentir à elle-même pendant des décennies, et qui en avait enfin assez. Richard, a-t-elle dit, laisse cet homme parler. Un murmure d'approbation a parcouru la pièce, pas fort, pas défiant, mais présent, comme les premières fissures sur un lac gelé avant que toute la surface ne s'effondre. Mon père a regardé autour de lui et a vu, peut-être pour la première fois, que le public qu'il avait réuni pour sa propre représentation n'était plus de son côté. C'est absurde, a-t-il dit. Mais sa voix avait perdu sa résonance de tribunal. Elle semblait plus petite, plus fine, comme du papier de soie tenu face à la lumière. Mon père a fait ce qu'il a toujours fait. Quand il sent le sol se dérober sous lui, il passe à l'attaque. Tout le monde, écoutez-moi. Il a levé les 2 mains, paume vers l'avant, le geste d'un homme rétablissant l'ordre dans une cour. Cet homme, a-t-il dit en pointant un doigt vers Caldwell, a été engagé par ma mère il y a des années, quand elle déclinait déjà. Il a rempli la tête de Tori de fantasmes. C'est une affaire de famille, et je ne tolérerai pas qu'un étranger. Richard. La voix de Caldwell a tranché comme une lame. J'ai servi votre mère pendant 20 ans. Je ne suis pas un étranger, et je suis ici parce que vous avez violé les termes d'un instrument juridique que vous avez juré, en tant qu'exécuteur, de respecter. Dehors. La voix de mon père s'est cassée sur le mot. Il a pointé la porte. Sortez de cette maison tout de suite, ou je jure devant Dieu que je vous fais arrêter pour violation de propriété. Caldwell l'a regardé pendant un long moment. Puis il a fermé sa mallette avec un clic délibéré, l'a glissée sous son bras, et a fait un signe de tête. Ce n'était pas un signe de défaite, mais de reconnaissance, comme un joueur d'échecs anticipant les 3 prochains coups. Je m'en vais, a-t-il dit calmement, mais je reviendrai à 14 heures cet après-midi, pour la lecture formelle de la succession d'Eleanor Brennan, que vous avez vous-même organisée, monsieur Brennan. C'est sur votre propre calendrier. Il s'est arrêté sur le seuil, et je ne viendrai pas seul. La porte d'entrée s'est refermée derrière lui avec un clic sourd. Mon père s'est retourné vers la pièce. 30 visages. Certains confus, certains mal à l'aise, et quelques-uns, comme ceux de Margaret ou de Danny, ouvertement sceptiques. Il a lissé sa chemise, ajusté sa montre, et a réassemblé sa contenance comme un homme qui redresse un tableau après un tremblement de terre. Je suis désolé que vous ayez tous eu à voir ça, a-t-il dit. Tori a engagé un avocat de bas étage pour semer le trouble. C'est ce qu'elle fait. Elle fuit ses responsabilités, puis cause le chaos à distance. Il a secoué la tête avec une tristesse feinte. Cet après-midi, je lirai le testament de maman correctement, et tout sera clair. Je vous le promets. Gareth, qui était resté figé près du canapé, s'est rassis et a posé son ordinateur sur ses genoux.
Ses doigts bougeaient rapidement, effaçant quelque chose dont je me rendrai compte plus tard, des emails. La pièce a expiré. Les gens sont retournés à leur café, à leur conversation, à leur reste de tarte. La crise avait été différée. Richard Brennan était toujours aux commandes, du moins le croyait-il. 14 heures était encore à 5 heures de là. L'horloge sur la cheminée, une pièce d'anniversaire en cristal de Waterford ayant appartenu à ma grand-mère, comptait chaque seconde. J'étais garé devant un café Stumptown sur Division Street, regardant la pluie tracer des lignes tordues sur mon pare-brise. Ma Honda Civic 2014, 236 000 km au compteur, avec une petite bosse sur le pare-choc arrière datant d'un parking de l'université. Ce n'était pas le genre de voiture qui attirait les regards. Et ce matin-là, l'invisibilité était exactement ce dont j'avais besoin. Mon ordinateur était ouvert sur le siège passager. À 8h17, j'avais envoyé un email formel à la division de gestion des fiducies de la US Bank, demandant une confirmation écrite de mon statut de bénéficiaire de la fiducie irrévocable d'Eleanor Monsieur Brennan. À 9h41, la réponse est arrivée, de la part d'une gestionnaire nommée Patricia Langlais, « Chère mademoiselle Brennan, ceci est pour confirmer que vous êtes la seule bénéficiaire nommée du compte de fiducie irrévocable Eleanor Monsieur Brennan. Le capital de la fiducie, d'un montant de 620 000 €, reste intact et n'a pas été dispersé. Une requête pour modifier la désignation du bénéficiaire a été déposée le 14 octobre par l'exécuteur actuel, Richard R. Brennan, mais n'a pas été approuvée par le tribunal. Aucun déboursement ne peut être effectué sans votre autorisation écrite. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai sauvegardé, j'en ai fait une copie de sécurité, et j'en ai imprimé une version papier dans un bureau FedEx à 2 pâtés de maison de là. À 11h15, Caldwell a appelé. Il m'a mis à la porte, a-t-il dit, avec quelque chose qui ressemblait à un amusement très sec. Il a menacé d'appeler la police. Je sais, ai-je répondu. Mon cousin Danny m'a envoyé un SMS. 14h, Tori. Je serai garé dans la rue adjacente. Vous entrez d'abord, je vous suis. D'accord? Il a marqué une pause. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Une fois que ce sera fait, on ne pourra plus revenir en arrière. J'ai regardé la pluie par la fenêtre. Une femme passait devant la voiture, tenant la main d'une petite fille. Toutes les deux s'éclaboussaient dans les flaques, riant pour un rien. La beauté simple, presque bête, des gens qui se sentent en sécurité. Je reviens en arrière toute ma vie, Monsieur Caldwell. À chaque fête, à chaque appel téléphonique, chaque fois que j'ai avalé quelque chose que j'aurais dû recracher. J'ai fini de revenir en arrière. Alors, on se voit à 14h. J'ai raccroché, j'ai ouvert le miroir de mon pare-soleil. Le visage qui me regardait était pâle, fatigué, mais absolument résolu. J'ai fermé mon manteau, vérifié mon dossier une dernière fois. Copie de la fiducie notariée. Confirmation de la banque imprimée. Capture d'écran de la chaîne de mai datée et horodatée. Lettre manuscrite de ma grand-mère. Tout était en ordre. Tout était réel. J'ai démarré le moteur. À l'intérieur de la maison Brennan, la matinée s'étirait comme un élastique trop tendu. Danny m'a raconté plus tard à quoi cela ressemblait de l'intérieur. Après le départ de Caldwell, l'aisance décontractée du lendemain de Thanksgiving s'était gâtée. Les gens parlaient toujours, se versaient du café, grignotaient des restes, mais la conversation avait un nouveau courant sous-jacent. Le genre de tension où tout le monde discute de la météo, mais pense au tremblement de terre. Tante Margaret a coincé ma mère dans le couloir, près de la salle de bain des invités. Linda, a-t-elle dit doucement, Richard est-il sûr que tout est en ordre? Cet avocat, ce matin, n'avait pas l'air d'un homme qui bluffe. Ma mère avait les yeux rougis. Je ne sais pas, Margaret. Richard ne me parle jamais des finances. Il ne l'a jamais fait. Margaret l'a regardé longuement, sans rien dire. Et venant de Margaret, ce silence disait tout. Dans la cuisine, Danny a sorti son téléphone et m'a envoyé un message, « Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu, « Je vais bien. Je serai là à 14h. S'il te plaît, sois dans la pièce quand j'arriverai. » Il a répondu instantanément, « Je ne bouge pas d'ici. » Pendant ce temps, dans le bureau de mon père, la pièce avec le fauteuil en cuir, les volumes juridiques sur les étagères en acajou et les photos encadrées de Richard serrant la main de divers juges de l'Oregon,
mon père passait des appels téléphoniques. Danny l'entendait à travers la porte, sa voix devenant plus forte à chaque tentative. C'était le vendredi après Thanksgiving. Tous les cabinets d'avocats de Portland avaient leurs répondeurs activés. Richard Brennan, ancien juge, ne parvenait à joindre aucun avocat. Garrett est apparu sur le seuil du bureau. « Papa » a-t-il dit prudemment, « on devrait peut-être reporter la lecture. Nous donner le temps de... » Non. La voix de mon père était comme du granit. Je ne recule pas. Pas devant Harold Caldwell, pas devant Tori, pas devant personne. On fait ça aujourd'hui. Garrett a fermé la bouche. Il ressemblait, d'après Danny, à un homme qui vient de réaliser que le canot de sauvetage est percé. L'horloge en cristal de Waterford sur la cheminée a sonné midi. 2 heures restantes. À 12h30, je suis entré dans le bureau de Caldwell pour la dernière fois avant que tout ne change. Il avait étalé le dossier complet sur son bureau, en 4 piles nettes. Je me suis assis en face de lui, et il m'a guidé à travers chacune d'elles, point par point, comme un chirurgien examine une radiographie avant d'opérer. Pile 1, la fiducie irrévocable originale. Papier crème, sceau de notaire, signature d'Eleanor à l'encre bleue. Une écriture ferme, délibérée, rien à voir avec celle d'une femme confuse. À côté, la lettre du docteur Margolu confirmant la compétence cognitive au moment de la signature. Datée et contresignée. Pile 2, la chaîne de mai entre Richard et Garrett, imprimée avec toutes les métadonnées montrant les horodatages, les adresses des expéditeurs et les informations de routage. Les mots « elle ne se battra pas », surlignés en jaune sur la dernière page. Pile 3, la lettre de Patricia Langlais de la US Bank confirmant mon statut de seul bénéficiaire et le solde intact de la fiducie, soit 620 000 €. Pile 4, un document que je n'avais pas encore vu. Caldwell l'a fait glisser sur le bureau. L'acte de propriété de la maison sur Hawthorne Street. Je l'ai regardé, surprise. La maison coloniale, a-t-il dit. Votre maison familiale. L'acte est au nom d'Eleanor depuis 1981. Elle a acheté la propriété avec l'héritage de sa mère avant d'épouser votre grand-père. Richard n'en a jamais été propriétaire. Il a supposé, comme il suppose la plupart des choses, qu'elle lui appartenait par défaut. Caldwell a tapoté le document. Selon les termes de la fiducie, au décès d'Eleanor, la propriété est transférée au bénéficiaire désigné. J'ai fixé l'acte. La maison de mon père, la maison où il s'était assis en bout de table, où il m'avait puni devant 30 personnes, où il avait construit tout son royaume d'autorité, ne lui avait jamais appartenu. Il ne le sait pas, ai-je dit. Il n'a jamais lu le document de fiducie en entier, a confirmé Caldwell. Il a lu les 3 premières pages, celles qui le nommaient exécuteur, et il s'est arrêté là. Bien sûr qu'il l'a fait. Richard Brennan n'avait jamais eu besoin de lire les petites lignes. C'était lui, les petites lignes. C'était lui, le dernier mot. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru. J'ai rassemblé les 4 piles dans ma chemise cartonnée. Caldwell a replacé les originaux dans sa mallette. J'entre en premier, ai-je dit. Vous entrez quand je vous fais signe. Comment le saurais-je? Vous le saurez. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée de main était ferme, et ses yeux, derrière ses lunettes dorées, contenaient quelque chose que je n'avais vu chez aucun adulte de ma famille depuis la mort de ma grand-mère, du respect. À 13h45, j'ai remonté au Hawthorne Street pour la 2e fois en 24 heures. La pluie s'était arrêtée. Un mince soleil de novembre perçait à travers les nuages, transformant la rue mouillée en un miroir. Les chênes le long du pâté de maisons étaient presque nus maintenant, leurs branches dessinées en noir contre le ciel pâle, comme des fissures dans de la porcelaine. J'ai conduit lentement. Je ne cherchais pas à gagner du temps. Je me souvenais. C'était la rue où grand-mère Eleanor m'avait appris à faire du vélo. Le trottoir où elle m'accompagnait à l'école l'année où mes parents étaient trop occupés. La cour avant où elle s'était agenouillée à côté de moi dans la terre, et m'avait montré comment transplanter un semis sans abîmer ses racines. Le secret, avait-elle dit, pressant ma petite main dans la terre, c'est de prendre toute la mode de racines. Tu ne laisses aucune partie de toi-même derrière. Mon téléphone a vibré. Linda. Je me suis garé et j'ai répondu. Tori, tu es où? La voix de ma mère était tendue, suppliante. Ton père est furieux.
Reviens juste à la maison, demande pardon, et tout ça pourra s'arrêter. S'il te plaît. Maman, ai-je dit, je rentre à la maison, mais pas pour demander pardon. Un silence, puis une voix toute petite, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est juste. J'ai raccroché. Je me suis garé dans la rue derrière la maison, à côté de la berline grise de Caldwell. Il était assis sur le siège conducteur, sa mallette sur les genoux, ses lunettes de lecture sur le nez. Il m'a jeté un coup d'œil à travers le pare-brise et a fait un seul signe de tête. Je suis sorti de la voiture, portant mon manteau de couleur chameau et mon sac en toile contenant le dossier. Mes mains étaient stables. Le portail était ouvert. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. De l'intérieur, j'entendais des voix. Le murmure de 30 personnes rassemblées, attendant que Richard Brennan leur dise comment le monde était censé fonctionner. Je suis monté sur les marches du Porsche que ma grand-mère avait fait construire, et j'ai poussé la porte. Je me suis glissé par l'entrée de la cuisine, et je suis resté dans le couloir, juste hors de vue du salon. À travers l'arche, je pouvais voir la scène que mon père avait mise en scène. Le salon avait été réorganisé. Des chaises avaient été apportées de la salle à manger, du bureau, et même du Porsche, toutes faisant face à la cheminée comme des bancs d'église face à un autel. 30 personnes étaient assises et attentives. Richard se tenait devant eux, dans sa chemise Oxford impeccable, ses lunettes de lecture posées sur le nez, ses montures en écaille qu'il portait lorsqu'il siégeait au tribunal. Dans sa main, une seule feuille de papier. Il la tenait comme les juges tiennent les verdicts, assez haut pour que tout le monde puisse la voir, mais assez bas pour que personne ne puisse la lire. Merci à tous d'être ici, a-t-il dit, de sa voix de juge. Comme vous le savez, le décès de ma mère a laissé certaines questions à régler. J'ai examiné ses souhaits attentivement avec l'aide de Garrett, et je veux partager avec vous le plan de distribution qu'elle avait prévu. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. La pièce était silencieuse. La fiducie familiale sera consolidée sous ma gestion. Le fonds éducatif, de 620 000 €, sera transféré à Garrett pour la gestion de la prochaine génération. Il a levé les yeux comme pour vérifier son audience. Quant à Tori, un petit sourire plein de condescendance, maman voulait qu'elle reçoive un geste de bonne volonté. 5 000 €. Quelques signes de tête compatissants. Meredith a posé sa main sur le bras de Garrett. Garrett a baissé les yeux, dans une performance d'humilité si polie qu'elle aurait pu gagner un prix. Y a-t-il des questions, a demandé mon père. Depuis le couloir, j'ai pris une inspiration, j'ai sorti la chemise cartonnée de mon sac, et je suis entré dans la pièce. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte doucement. Harold Caldwell est entré. Imaginez cela un instant. Vous entrez dans une pièce. 30 membres de votre famille sont assis là. Votre père vient de leur dire à tous que vous valez 5 000 €. Il tient un papier comme s'il s'agissait d'un marteau de juge. Et vous? Vous détenez la vérité. Qu'est-ce que vous feriez? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce qui s'est passé ensuite dans ce salon, personne dans ma famille ne l'a jamais oublié. Toutes les têtes se sont tournées. 32 visages, certains surpris, certains confus, quelques-uns sincèrement heureux de me voir. Mon cousin Danny, assis au dernier rang, m'a fait un petit signe de tête. Tante Margaret s'est redressée sur sa chaise. L'expression de mon père est passée par 3 phases en 2 secondes, la surprise, l'agacement, puis un durcissement, le masque de salle d'audience reprenant sa place. Tiens donc, a-t-il dit, la fille prodigue est de retour. Quelques rires forcés dans l'assemblée. Je supposais que tu t'étais enfui pour de bon cette fois. Es-tu ici pour t'excuser auprès de ton frère? Non, ai-je dit. Ma voix était posée, calme d'une manière qui m'a surprise, parce que mon cœur cognait contre mes côtes si fort que j'étais sûr que les gens pouvaient le voir à travers mon manteau. Je suis ici pour entendre le testament. Le vrai. Je suis passé devant lui, ignorant son doigt pointé, sa montre Cartier, et le fauteuil où il avait tenu sa cour pendant 30 ans, pour poser le dossier sur la table à côté de la cheminée. Caldwell s'est avancé derrière moi, avec sa mallette, son costume gris, et l'autorité tranquille d'un homme qui faisait cela depuis des décennies. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé Richard. L'agacement se transformait en quelque chose de plus laid. Je vous l'ai dit ce matin, sortez de chez moi. Je me suis tourné vers l'assemblée.
Pas vers mon père, mais vers les gens. Je suis désolé de vous interrompre, ai-je dit, mais ce que mon père vient de lire n'est pas le testament de ma grand-mère. Ce n'est pas son document de fiducie. C'est un plan de distribution qu'il a rédigé lui-même. J'ai posé ma main sur le dossier. Ceci est la fiducie irrévocable originale qu'Eleanor Brennan a signée il y a 8 ans. Elle a été déposée chez son avocat, M. Caldwell, et vérifiée par la US Bank, l'institution qui gère les fonds. J'ai ouvert le dossier. Ma grand-mère n'a nommé qu'une seule bénéficiaire, moi. Silence. Pas le silence poli et formel d'une réunion de famille. Le silence atmosphérique absolu d'une pièce pleine de gens qui viennent de réaliser qu'ils sont témoins de quelque chose d'irréparable. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Pas progressivement, mais d'un coup, comme si on avait débranché une prise. Tante Margaret a dit, clairement et fermement, laissez-la parler. Caldwell s'est avancé. Il a ouvert sa mallette sur la table, à côté de mon dossier, en a sorti le document original de la fiducie et l'a brandi pour que toute la salle puisse le voir. Le sceau rouge du notaire, aussi éclatant qu'un signal d'arrêt sur le papier crème. Ceci est la fiducie irrévocable d'Eleanor Margaret Brennan, a-t-il dit. Sa voix portait comme celle des bons avocats, sans crier, sans effort. Signé le 14 mars, il y a 8 ans. J'étais présent lors de la signature, ainsi que 2 témoins indépendants, Dorothy Haynes, greffière retraitée, et Robert Voss, expert comptable. Tous 2 sont disponibles pour confirmer. Il a commencé à lire, la constituante, Eleanor M. Brennan, établie par la présente cette fiducie irrévocable pour le bénéfice exclusif de sa petite-fille, Victoria Tory Brennan. Il s'est arrêté et a regardé la salle par-dessus ses lunettes. Capital de la fiducie, une somme de 620 000 € détenue et gérée par la US Bank à Portland, Oregon. De plus, la propriété immobilière située au 4714 Hawthorne Street, Portland, Oregon, dont l'acte est enregistré dans le comté de Multnomah, acheté à l'origine en 1981. Sera transféré à la bénéficiaire au décès de la constituante. Un halètement audible, collectif, a parcouru la pièce. Oncle Don s'est penché en avant au point de faire craquer sa chaise. Margaret a fermé brièvement les yeux, puis les a rouverts pour regarder directement mon père. La maison, a murmuré quelqu'un au fond. Elle lui a laissé la maison. Caldwell a continué, en tant qu'exécuteur, Richard R. Brennan n'a reçu qu'une autorité administrative. Il lui était expressément interdit de modifier le bénéficiaire, de disperser les fonds sans le consentement écrit de la bénéficiaire, ou de grever la propriété de quelque manière que ce soit. Caldwell a baissé le document et a regardé mon père. Au cours des 3 derniers mois, M. Brennan a déposé une requête pour changer le bénéficiaire au nom de son fils, Garrett, en affirmant qu'il était incapable de localiser Mademoiselle Brennan. Il a également omis de l'informer de l'existence de la fiducie après le décès d'Eleanor, comme l'exige la loi de l'Oregon. Caldwell a plongé la main dans sa mallette et a produit la chaîne de mai imprimée. Il l'a brandie, le surlignage jaune étant visible de l'autre côté de la pièce. Voici les emails entre Richard Brennan et Garrett Brennan, dans lesquels Garrett a rédigé la requête frauduleuse et Richard l'a approuvée. Il a lu à haute voix la ligne qui s'était gravée dans ma mémoire, « Elle ne se battra pas. Elle ne se bat jamais pour rien. C'est ça qui est beau, papa. » Toute la salle s'est tournée vers Garrett. Mon frère restait immobile, sa main figée sur le bras de Meredith. Son visage était devenu gris comme de la cendre. Meredith, lentement, avec précaution, a retiré son bras de sous sa main et a croisé les siens sur ses genoux. Tante Margaret a secoué la tête. Oncle Don a marmonné quelque chose entre ses dents. Danny s'est levé de sa chaise au dernier rang, et s'est avancé pour se tenir à mes côtés, sans rien dire, simplement présent. Mon père a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Elle était confuse, a-t-il dit, mais les mots semblaient usés, élimés à force d'avoir trop servi. Ma mère ne savait pas ce qu'elle signait. La réponse de Caldwell a été immédiate et chirurgicale. Le médecin de votre mère, le docteur Hélène Margolu, a mené une évaluation cognitive la semaine même de la signature. Les résultats sont documentés et inclus dans ce dossier. Il a posé le rapport médical sur la table. Eleanor Brennan a obtenu un score au 93e centile pour son groupe d'âge. Elle était plus lucide que la plupart des gens dans cette pièce. Un long silence a suivi. Puis, au fond, la grand-tante Judith, 81 ans, la sœur cadette d'Eleanor,
qui n'avait presque rien dit pendant 2 jours, a pris la parole. Eleanor m'avait parlé de cette fiducie, a-t-elle dit calmement. Il y a 8 ans, elle a dit, Richard essaiera de s'en emparer, mais j'ai fait en sorte qu'il ne le puisse pas. Elle savait. Elle a toujours su. Mon père a regardé Judith, puis Margaret, puis cette salle pleine de visages qui ne le regardaient plus avec respect, déférence ou même une neutralité polie. Il le regardait comme on regarde quelque chose dont on vient de découvrir que c'est pourri de l'intérieur. Il avait réuni son propre public, et il venait de devenir son jury. Mon père s'est tourné vers Gareth. L'alliance, celle qu'ils avaient construite pendant 33 ans sur un sentiment commun de supériorité, s'est effondrée en une seule phrase. Dis quelque chose. La voix de Richard s'est brisée, brute et tranchante. Tu es l'avocat. Conteste. Fais quelque chose. Gareth n'a pas bougé. Il est resté assis sur le canapé, son ordinateur toujours sur les genoux, et a parlé d'une voix si basse que seul le premier rang pouvait l'entendre clairement, « Papa, irrévocable veut dire irrévocable. Tu ne peux pas contester ça. Je te l'ai dit depuis le début. Tu m'as dit que tu t'en occuperais. » La main de mon père s'est abattue sur le dossier d'une chaise avec un claquement qui a fait tressaillir les cousins les plus proches. Ses jointures sont devenues blanches autour du bois. Tu avais dit qu'elle ne le saurait jamais. Et voilà. Devant 30 témoins, mon père venait de confirmer chaque détail qu'Harold Caldwell venait de présenter. Gareth lui avait dit que c'était risqué. Richard avait quand même forcé le passage, et tous deux avaient convenu, par écrit, que j'étais trop passive pour me défendre. Le verre de Porto que Richard tenait, le même dans lequel il sirotait quand il m'avait puni la veille, a glissé de son autre main et s'est fracassé sur le parquet. Le liquide rouge sombre a formé une flaque et s'est étendu lentement vers le tapis perçant, et personne n'a bougé pour nettoyer. Puis, quelque chose a changé. La posture de mon père a basculé. L'agression s'est évaporée, et à sa place est apparu quelque chose que je l'avais vu utiliser 1000 fois auparavant, sur ma mère, sur moi, sur quiconque le coinçait. Il a adouci sa voix. Il a baissé les épaules. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. Tori, ma chérie. Le mot chérie a sonné aussi faux qu'un billet de banque contrefait. Je ne faisais qu'essayer de protéger le patrimoine de la famille. Tu es jeune. Tu n'as pas d'expérience avec ce genre de somme. Je faisais ça parce que je t'aime. Je l'ai regardé. L'homme qui avait traité ma carrière de plaisanterie, qui m'avait assise à la table des enfants, qui m'avait puni à 29 ans devant tous mes parents, qui avait dit à un tribunal qu'il ne pouvait pas me trouver alors que je dormais dans sa propre maison. J'ai laissé le silence planer pendant 3 secondes. Puis j'ai dit, tu n'as pas fait ça parce que tu m'aimes, papa. Tu as fait ça parce que tu n'as jamais cru qu'une fille mérite la même chose qu'un fils. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ma mère s'est levée. Je ne l'avais pas vue pleurer, mais son visage était mouillé et ses mains tremblaient. Elle a regardé mon père, l'homme à côté duquel elle était restée silencieuse pendant 35 ans, et a dit d'une voix qui tremblait mais ne se brisait pas, « Tu lui dois des excuses, Richard. Tu lui en dois depuis toujours. » La pièce a retenu son souffle. Mon père a regardé ma mère comme si elle parlait une langue qu'il ne reconnaissait pas. Puis il m'a regardé, moi, puis les 30 visages qu'il observait. Il n'a rien dit. Il s'est détourné, est entré dans son bureau et a fermé la porte. Dans les minutes qui ont suivi, la pièce s'est réorganisée. Pas les meubles, mais les gens. Les lignes d'allégeance invisibles qui structuraient chaque rassemblement des Brennan depuis aussi longtemps que je m'en souvienne se sont déplacées tranquillement, et de façon permanente, comme des plaques tectoniques. Tante Margaret m'a rejointe la première. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte qui sentait le Chanel numéro 5 et le café, et elle a dit tout près de mon oreille, « Ta grand-mère serait tellement fière de toi en ce moment, ma puce. » Tellement fière. Danny m'a serré l'épaule. « J'ai toujours su que tu étais la plus solide de cette famille, » a-t-il dit. Tu n'avais juste jamais eu besoin de le prouver avant. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années se sont avancés. Une poignée de main, un signe de tête, un « je suis désolé », Tori murmurait. Pas tous. Certains sont restés assis, mal à l'aise, fixant le sol. Quelques-uns se sont levés et sont partis. Pas par protestation, mais comme on quitte une pièce où quelque chose s'est cassé et qu'on ne sait pas comment réparer. Gareth s'est levé du canapé. Il ne m'a pas regardé.
Il a pris le bras de Meredith et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Meredith s'est arrêtée dans le couloir, a levé la main, a détaché son collier de perles, ce collier Mikamoto qu'elle avait porté tout le week-end comme un insigne de statut, et l'a glissé dans la poche de son manteau, comme si elle voulait se faire plus petite, moins visible. Moins associée à tout cela. Caldwell rangeait déjà les documents dans sa mallette. Je déposerai la requête pour révoquer Monsieur Brennan de ses fonctions d'exécuteur dès lundi matin, m'a-t-il dit. La procédure judiciaire prendra environ 30 jours. En attendant, la fiducie est gelée. Aucun déboursement, aucun changement. J'ai acquiescé. Le salon se vidait lentement. Le linge de Thanksgiving sur la table était froissé et taché de porto. L'horloge en cristal de Waterford sur la cheminée marquait 14h47. Tout cela avait pris 47 minutes. 30 ans de silence auxquels on avait répondu en 47 minutes. Lundi matin, Harold Caldwell a déposé 3 documents auprès du tribunal de circuit du comté de Multnomah. Le premier était une requête pour retirer à Richard R. Brennan ses fonctions d'exécuteur de la fiducie irrévocable d'Eleanor M. Brennan, citant un manquement au devoir fiduciaire, spécifiquement l'omission d'informer la bénéficiaire, de fausses déclarations au tribunal concernant la localisation de la bénéficiaire, et une tentative non autorisée de modifier un acte irrévocable. Le deuxième était une demande formelle pour nommer Caldwell comme exécuteur par intérim jusqu'à ce que je puisse désigner un remplaçant permanent. Le troisième était une plainte déposée auprès du barreau de l'État de l'Oregon contre Garrett R. Brennan, alléguant une violation des règles de conduite professionnelle. Spécifiquement pour avoir rédigé une requête frauduleuse afin de favoriser un membre de sa famille immédiate tout en dissimulant un conflit d'intérêts. En l'espace de 2 semaines, le tribunal a accordé la révocation de l'exécuteur à titre provisoire. Richard n'a pas contesté. Son propre avocat, un homme nommé Foster d'un cabinet de second plan à l'Oswego, qu'il avait enfin réussi à joindre le lundi suivant, lui avait dit sans détour qu'il n'avait aucun fondement juridique. Irrévocable signifie irrévocable, juge Brennan, aurait dit Foster. Et les preuves par email sont accablantes. Si vous vous battez, vous perdrez, et cela vous coûtera 60 000 € de plus pour le découvrir. La fiducie éducative de 620 000 € a été transférée sur un compte à mon nom à la US Bank. Patricia Langlais, la gestionnaire, m'a appelé personnellement pour le confirmer. L'acte de propriété du 4714 Hawthorne Street a été mis à jour. Mon nom a remplacé celui d'Eleanor en tant que propriétaire. La maison coloniale, le portail en fer forgé, la table de salle à manger en chêne, le jardin où ma grand-mère faisait pousser des pois de senteur, tout était à moi. Et Garrett, l'enfant prodige, la fierté de la famille, a reçu un avis formel d'enquête du barreau de l'État de l'Oregon. Le processus prendrait des mois, mais le résultat se dessinait déjà, une suspension de 6 mois de sa licence pour violations éthiques. Son plus gros client, une société d'immobilier commercial, l'a lâché quelques jours après que la plainte a été rendue semi-publique. Il a discrètement entamé une transition vers le conseil en entreprise, un emploi qui n'exigeait aucune inscription au barreau et, fort opportunément, aucune apparition au tribunal. Mon père m'a appelé une fois, 3 jours après le dépôt de la plainte. J'ai répondu parce que je pensais, même alors, même après tout ça, qu'il dirait peut-être les mots nécessaires. Il ne l'a pas fait. Il a dit, tu as détruit cette famille. J'ai répondu, non, papa, c'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai juste apporté les preuves. Il a raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. 2 semaines après l'ordonnance du tribunal, je me suis rendu à Hawthorne Street avec une seule clé sur un anneau de laiton tout simple, que Caldwell m'avait remis par-dessus son bureau. C'est à vous, avait-il dit simplement. Et pour une raison que j'ignore, ces 3 mots m'ont plus bouleversé que tout le reste. Je me suis garé dans la rue. Les chênes étaient complètement nus maintenant, leurs branches formant un treillis contre le ciel de décembre. Le portail en fer forgé a pivoté avec un grincement que j'avais entendu 10 000 fois. Les marches du porche, que grand-mère Eleanor avait fait remplacer en 2009, du cèdre sur le vieux pin, avaient encore son paillasson, vert délavé avec un motif de fougère. J'ai tourné la clé. La porte s'est ouverte sur le foyer, et l'odeur m'a frappé en premier. La cire pour meubles, les vieux livres, une trace des sachets de lavande que ma grand-mère gardait dans chaque placard. La maison était silencieuse d'une manière que je n'avais jamais connue. La présence de mon père avait toujours été la fréquence dominante ici. Sa voix remplissant chaque pièce, ses opinions occupant chaque conversation.
Sans lui, la maison respirait différemment. Elle respirait comme si elle se reposait enfin. J'ai parcouru chaque pièce lentement. Le salon, où 30 personnes s'étaient assises pour voir ma vie basculer. La salle à manger, avec la table en chêne portant encore de légères traces d'eau laissées par les verres de Porto. La cuisine, où j'avais récuré un plat à rôtir seul pendant que ma famille riait. À l'étage, ma chambre, le poster, le lit jumeau, la table de nuit avec le tiroir vide. La chambre principale de grand-mère, son fauteuil de lecture près de la fenêtre, une pile de romans sur la table de chevet, une paire de lunettes qu'elle ne porterait plus jamais. Puis le jardin. Je me suis tenu à la porte arrière et j'ai regardé ce qui avait été la fierté d'Eleanor Brennan. Les parterres de pivoine, désormais bruns et emmêlés, bordés de buis trop hauts. Le sentier en pierre qu'elle avait posé elle-même était à peine visible sous les feuilles mortes. Le bain d'oiseaux était à sec. Je me suis agenouillé, j'ai pressé mes paumes à plat contre la terre froide, et j'ai fermé les yeux. Je vais arranger ça, grand-mère, ai-je dit. Je vais le faire revivre. Et je savais, avec cette certitude que seul le deuil, l'amour et de la bonne terre sous les ongles peuvent vous donner, que je le ferai. Une semaine plus tard, par un samedi matin assez froid pour voir mon souffle, j'ai conduit 90 minutes vers l'ouest jusqu'à Cannon Beach. Je n'y étais pas retourné depuis 6 ans. La dernière fois, c'était l'été avant que la santé de grand-mère ne commence à décliner. Nous étions assises toutes les deux sur le porche du chalet en cèdre, buvant du thé à la camomille, regardant le rocher Estac devenir ambre au coucher du soleil pendant que la marée se retirait, laissant le sable brillant. Elle avait dit, c'est mon endroit préféré sur terre, Tori. Quand je serai parti, je veux que quelqu'un qui l'aime le garde. J'avais pensé qu'elle était sentimentale. Elle était en fait précise. Le chalet était plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'avais grandi. Des bardeaux de cèdre patinés par le temps, un porche qui faisait le tour de 2 côtés, et un air salin si épais qu'on pouvait presque le goûter. La clé, une autre en laiton, venant aussi de Caldwell, a tourné sans effort, et la porte s'est ouverte sur un espace qui sentait encore son parfum, la lavande, les vieux livres de poche, et l'odeur légèrement sucrée des murs en cèdre en hiver. Sur la table de la cuisine, il y avait une boîte en bois. Elle n'était pas cachée, mais posée là délibérément, comme si elle avait su exactement qui passerait la porte, et quand. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, une pile de photographies. Grand-mère et moi, de mes 5 ans jusqu'à mes 22 ans, dans ce chalet même. Plantant de l'oya dans les dunes, construisant un fort en bois flotté, debout avec des bottes de pluie assorties un après-midi orageux de juillet, toutes les deux souriant comme des idiotes. Sous les photographies, une lettre. Courte cette fois, juste quelques lignes. Tori, si tu lis ceci, c'est que tu as été assez courageuse. Je savais que tu le serais. Cette maison est à toi. Elle l'a toujours été. Je ne faisais que la garder au chaud pour toi. Recommence à zéro ici si tu en as besoin, ou viens quand le monde devient trop lourd. Dans tous les cas, elle t'attend. Je suis si fier de toi. Toujours, grand-mère. Je me suis assise sur le porche, son porche, mon porche, et j'ai pleuré. Pas comme j'avais pleuré dans le petit lit de Hawthorne Street, de façon étouffée et honteuse. C'était différent. C'était le genre de pleurs qui ouvre quelque chose au lieu de le fermer. Le genre qui vous laisse plus légère, pas plus vide. L'océan était gris et vaste, et totalement indifférent à tout ce qui s'était passé dans ce salon, et il y avait un étrange réconfort à cela. La marée se fichait de la voix de tribunal de Richard Brennan. Les vagues ne savaient pas ce qu'était une fiducie irrévocable. Le rocher Estac était là depuis 15 millions d'années, et il resterait là longtemps après nous tous. Les Brennan, les rancœurs et les tables pliantes auraient disparu. J'ai essuyé mon visage, j'ai pris une bouffée d'air salin, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais presque oublié la forme, la paix. Ce dimanche soir, de retour à Portland, je me suis assise à la table en chêne de la maison Hawthorne, ma maison, et j'ai écrit un email à ma famille. Je l'ai écrit une fois, je l'ai lu 2 fois, et je l'ai envoyé sans faire de 3e version, parce que je savais que si je continuais à réviser, je commencerais à adoucir des choses qui devaient rester tranchantes. Ah, Richard Brennan, Linda Brennan, Garrett Brennan. Je ne veux exclure personne de ma vie. Ce n'était jamais le but. Mais je ne retournerai pas dans une relation où je suis rabaissé, ignoré ou traité comme une inférieure. Si vous voulez avoir une relation avec moi,
ce sera sur la base du respect mutuel, pas de la hiérarchie. La porte est ouverte. Mais elle s'ouvre dans les deux sens désormais. Tori, ma mère a appelé 20 minutes plus tard. Elle pleurait. Pour de vrai, pas de cette manière anxieuse. Je suis tellement désolé, Tori, a-t-elle dit. J'aurais dû prendre ta défense il y a des années. J'avais peur de lui. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Je sais, maman, ai-je dit. Je ne t'en veux pas, mais j'ai besoin que tu commences à choisir ce qui est juste, pas ce qui est facile. Peux-tu faire ça? Un long silence. Puis, je vais essayer. Gareth a répondu par SMS le lendemain matin. 3 mots, je comprends. Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone, et je n'ai pas répondu. Comprendre était un début, mais ce n'était pas la même chose qu'assumer ses responsabilités. Il y arriverait, ou pas. C'était son travail, pas le mien. Mon père n'a pas répondu. Ni ce jour-là, ni la semaine suivante, ni celle d'après. Son silence était une réponse en soi. Familier, au fond. Richard Brennan avait été silencieux sur les choses qui comptaient pendant toute ma vie. Au moins, maintenant, j'avais arrêté d'attendre qu'il parle. 6 mois plus tard, le printemps était arrivé à Portland et les pivoines revenaient. J'avais passé l'hiver à 4 pattes dans le jardin de ma grand-mère, à tailler, nettoyer, et aérer la terre qui s'était appauvrie après 2 ans d'abandon. Les racines étaient plus profondes que je ne l'avais imaginé. Elles avaient survécu à l'abandon. Elles avaient juste besoin de quelqu'un pour couper le bois mort, et laisser entrer la lumière. Je connaissais ce sentiment. Une fois mon prêt étudiant remboursé, payé en totalité, soit 38 412 €, le chèque le plus satisfaisant que j'ai jamais signé, j'ai utilisé une partie de la fiducie pour louer un petit studio dans le quartier des Arts d'Alberta. Brennan Landscape Design, mon nom sur la porte. Le nom de ma grand-mère, en réalité. Le nom Brennan signifiait quelque chose de différent pour moi maintenant. La maison aux Sornes était devenue à la fois mon foyer et mon bureau. J'ai converti le bureau du rez-de-chaussée, l'ancienne salle du trône de Richard, celle avec les étagères en acajou et le fauteuil en cuir, en un studio de design. J'ai remplacé ces volumes juridiques par des guides d'identification des plantes, et j'ai rempli les étagères d'échantillons de sol et de catalogues de graines. C'était juste. C'était comme une réécriture. Danny passait les week-ends pour m'aider au jardin. Tante Margaret appelait chaque dimanche matin, à 9 h pile. Je viens juste prendre des nouvelles, disait-elle, puis nous parlions pendant 1 heure. Linda est venue me voir pour la première fois un jeudi après-midi d'avril. La première fois qu'elle entrait dans la maison sans Richard à ses côtés. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous avons planté des bulbes de tulipes le long de l'allée avant, côte à côte, et cela suffisait. Richard a loué un appartement à l'autre bout de la ville. J'ai entendu par Margaret qu'il racontait à ses amis que j'avais volé la maison, que ma grand-mère avait été manipulée, que tout était de la faute de Caldwell. L'histoire changeait selon le public, mais elle avait toujours la même fin, Richard Brennan était la victime. Certaines choses, je suppose, sont véritablement irrévocables. La suspension de Gareth du barreau de l'État de l'Oregon a duré 6 mois. Il s'était tourné vers le conseil en entreprise. Quelque chose dans la logistique, disait Margaret. Lui et Meredith s'étaient discrètement séparés, bien que je n'en connaisse pas les détails et que je n'ai pas posé de questions. Il ne m'avait pas recontacté depuis son SMS, je comprends. J'ai laissé la porte ouverte, comme je l'avais promis. Je n'allais simplement pas rester sur le seuil à attendre. Je vous raconte cette histoire depuis le porche du chalet de Cannon Beach. C'est un samedi. La marée est basse. Le rocher Estac fait ce qu'il a toujours fait, il se tient là, solide, ancien, et imperturbable face à quelque chose d'aussi temporaire qu'une dispute familiale. Je viens ici les week-ends quand j'ai besoin de me rappeler à quoi ressemble le calme. Le chalet est exactement tel que grand-mère l'a laissé, sauf que j'ai ajouté un petit jardin d'herbes aromatiques près des marches de l'entrée. Du romarin, du thym, de la lavande, le genre de plantes qui deviennent plus fortes à mesure qu'elles affrontent le vent. Je ne raconte pas cette histoire pour donner une leçon à qui que ce soit. Je ne crois pas à cela. Chaque famille est son propre pays, avec ses propres lois et ses propres guerres. Et les gens qui l'habitent sont les seuls à en connaître la véritable carte. Je ne peux pas vous dire quoi faire avec votre père, votre mère, votre frère, ou votre héritage.
Je peux seulement vous dire ce que j'ai fait. Voici ce que je sais maintenant, le silence n'est pas un accord. J'ai passé 29 ans à être silencieuse à la table du dîner, et les gens autour de moi ont pris ce silence pour du consentement. Ce n'en était pas un. C'était juste le silence d'une femme qui n'avait pas encore trouvé ses preuves. L'attente n'est pas une faiblesse. Mon père et mon frère comptaient sur l'idée que je ne me battrais pas. Ils avaient presque raison. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui ne peut pas se battre, et quelqu'un qui choisit le moment de le faire. Et la dernière chose, la plus importante, ma grand-mère ne m'a pas laissé de l'argent. Elle m'a laissé une preuve. La preuve que quelqu'un dans ma famille me voyait. La vraie moi, celle qui construit des choses, et qu'elle avait décidé que je valais la peine d'être protégée. Pas avec des mots, mais avec des documents, avec des plans, avec le genre d'amour qui engage un avocat et qui réfléchit avec 8 ans d'avance. C'est cet héritage-là qui a changé ma vie, pas les 620 000 €, ni les maisons. C'est de savoir que j'en valais la peine. J'ai toujours le poster de Frank Lloyd Wright. Il est sur le mur de mon studio maintenant, derrière ma table à dessin, les bords toujours cornés. Je le regarde chaque matin et je pense à la fille qu'il a collée à 16 ans, qui voulait construire de belles choses et à qui on disait que ce n'était pas suffisant. Elle était assez bien. Elle l'a toujours été. Elle avait juste besoin de la paperasse pour le prouver. C'est le petit matin, dans le jardin de Hawthorne. La terre est humide de la pluie d'hier soir, et l'air sent comme l'air de l'Oregon au printemps, vert, propre, et plein de cette promesse particulière qui vient des choses décidant de pousser. Je suis à genoux dans la terre, plantant des pivoines. La même variété que celle que ma grand-mère faisait pousser. Sarah Bernhardt, disait-elle toujours, parce qu'elle était dramatique, elle était rose, et elle durait plus longtemps que prévu. Grand-mère avait le sens de l'humour pour tout, même pour les fleurs. Les racines entrent, la terre les recouvre. Je la presse doucement, fermement, comme elle me l'a appris. Toute la mode de racines. Rien ne doit rester derrière. Le soleil dépasse la ligne du toit et tombe sur le jardin en longues barres dorées. Quelque part dans la maison, mon café refroidit. Quelque part dans Portland, mon père se réveille dans un appartement loué et se raconte une histoire où il est le héros. Quelque part dans le futur, peut-être qu'il s'arrêtera. Je me relève, j'essuie la terre de mes mains, et je remarque quelque chose sur le porche avant qui n'était pas là hier soir. Une enveloppe. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom avec une écriture que je reconnaîtrai entre mille. Pas celle de grand-mère cette fois, mais presque aussi familière. Je l'ouvre. Une seule ligne, je suis désolé de ne m'être jamais levé pour te défendre. Je me lève maintenant. Maman. Je replie la lettre. Je la glisse dans la poche de mon manteau, juste à côté de celle de grand-mère. Celle que je porte partout avec moi. Le papier crème avec l'encre bleue et les mots qui m'ont sauvé la vie. 2 lettres, 2 femmes. Une qui a tout prévu, et une qui a enfin rattrapé son retard. Je retourne dans ma maison. La maison que ma grand-mère a construite, la maison que mon père a perdue, la maison qui a toujours été destinée à quelqu'un qui en prendrait soin. Je ferme la porte, et pour la première fois en 29 ans, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je le pense vraiment. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, du soulagement, de la reconnaissance, de l'espoir, alors elle a fait exactement ce que j'avais besoin qu'elle fasse. Cliquez sur j'aime si elle a résonné en vous. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, et regardez dans la description ci-dessous. Une autre histoire vous y attend, et je pense que vous pourriez avoir besoin de l'entendre aussi. Je m'appelle Tori Brennan, et c'était la dernière fois que je m'asseyais à la table des enfants.